Quel jour parfait pour discuter entre boss. Salut Alexis. Salut, ça va? Ça va? Super. Content de t'avoir, de te recevoir pour cette interview. Euh, J'aimerais, avant qu'on commence à parler de ton voyage, ton parcours, etc., déjà que tu nous donnes voilà, quelques mots pour te présenter, pour situer un peu le personnage. Eh ben écoute, je suis Alexis Onestas, Mhm, je suis un papa, mhm, je suis un créateur, je suis un entrepreneur, je suis quelqu'un qui essaye de réaliser ses rêves depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. mhm. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà Ouais. pas mal. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que euh, pour moi, tu as vécu énormément de vies différentes, tu as Ouais. fait plein de choses différentes. Et je pense que c'est important, c'est intéressant aussi de retracer tout ça pour comprendre ton parcours et où tu vas aller dans le futur. Ok. Euh, mais avant qu'on commence tout ça, pour moi, il y a un point central, un point de départ qui me semble être au cœur de ton parcours, Mhm. c'est le 93, c'est Ouais. Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que ça représente cet endroit pour toi? Waouh. Ben, tu sais, le 93, moi j'ai 40 ans. Mhm. Et il y a une quarantaine d'années, dans les années 80, dans les années 90, son département, en fait, son lieu de vie, Mhm. déterminait pas mal de choses. Ouais. En termes culturels, en termes de fringues, en termes de musique. Et moi, je viens d'un département qui a été un département précurseur en termes de hip-hop. Mhm. Bon, c'était le 93 avec, Mhm. bon, j'ai pas besoin de citer des noms, mais bon, on va quand même citer NTM. Mhm. Et moi, particulièrement, je venais d'Épinay où il y avait un rappeur qui s'est fait remarquer justement, qui s'appelle Bustaflex, Mhm. avec qui j'ai eu la chance de collaborer par la suite. Et tout ce genre d'exemples m'ont prouvé qu'on pouvait le faire. Mhm. Parce que j'étais pas un sportif, j'étais pas quelqu'un de particulièrement doué à quoi que ce soit, j'avais pas de talent particulier. Et ces gens-là m'ont montré que si je m'accrochais là-dedans, et ben, je pouvais y arriver. Donc le 93, ouais, c'est un lieu unique, en bien comme en mal. Mhm. Et j'ai tout pris. Et ça me marque encore aujourd'hui. Et toi, c'est le hip-hop qui t'a marqué en premier Ouais. dans cette ville. Parle-moi un peu du mouvement hip-hop à ce moment-là. Comment tu te situes par rapport à ça? Ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on pouvait tout faire. Mhm. On devait même tout faire. C'était une Mhm. obligation. T'étais pas un rappeur, t'étais pas un graffeur. T'étais un mec du hip-hop. Mhm. Et donc, il fallait t'habiller hip-hop. Il fallait faire du graffiti. Il fallait danser. Mhm. Il fallait rapper. Si t'avais un peu de thunes, tu pouvais acheter des platines pour être DJ. Enfin, tu vois, il y avait vraiment Mhm. plein d'activités différentes. Mhm. Et le hip-hop, franchement, c'est des grands mots que j'ai sortis, hein, mais le hip-hop m'a en quelque sorte sauvé la vie Mhm. parce qu'il m'a fait partir d'Épinay. Quand je dis partir d'Épinay, c'est qu'il m'a fait sortir d'Épinay. Il fallait aller sur Paris pour voir certaines choses. Il m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Il m'a fait avoir mes premiers boulots. Le hip-hop a vraiment configuré vraiment ma manière de penser, ma manière Mhm. d'agir. Un enfant du hip-hop, en fait. Exactement, clairement. Et tu crées justement un fanzine Ouais. à un moment donné Mhm. pour un peu regrouper, j'imagine, toutes tes passions. C'est ça, j'ai Mhm. tout fait moi. J'ai rappé, j'ai fait les premières parties de Bustaflex, de Pete Ah Bacardi. ouais, je savais pas, t'as rappé. Ouais, j'ai rappé, ouais. Ah J'ai ouais, et il te reste rappé. des trucs ou pas? Oui, mais c'est confidentiel tout ça. J'ai dansé Ouais. avec Francis, paix à son âme, qui faisait partie de Boogie. C'était un gros groupe qui dansait notamment pour Solar, tout ça. Ouais. J'ai tagué sur Ouais. pas mal de murs. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, c'était normal à l'époque. Hein. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Hein. C'était vraiment normal. Ouais. Et après, en fonction de là où t'excellais, bah, t'allais à fond dedans. Mhm. Et comme moi, en fait, j'étais un peu un touche-à-tout et que j'avais vraiment envie de rencontrer des gens et que surtout la presse hip-hop à l'époque me stressait. Ça stressait. Ouais, me stressait. Je lisais beaucoup de presse hip-hop à l'époque. Ouais. Et en fait, après, j'ai 15-16 ans, je suis révolté contre tout, tu vois. Ouais. Et en plus, je suis un mec du 93, donc Ouais. on n'aime rien, à part les gars du 93. Tu vois ce que Ouais, je veux dire, ouais, voilà. ouais. Et donc, voilà. Et donc, la presse me stresse parce que ils aiment tout, pas assez critique, etc. Il faut te dire que nos exemples, c'est NTM. Et NTM, en fait, à la base, c'est on fait ce qu'on est, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, voilà. On se pose pas de questions, on est les Mhm. meilleurs, point. Mhm. Mhm. Et donc, moi, je dis, je fais un magazine. Donc, déjà, c'était un fanzine, calme-toi. Mais déjà, je dis, je fais un magazine. Ouais. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire un magazine pour regrouper un peu tout ça. Et le magazine s'appelle, à l'époque, le fanzine s'appelle C'est Au ça. Maximum. Au maximum, ouais. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les premiers numéros d'Au Maximum. Ouais. Bon, déjà, pour moi, aujourd'hui, faire un site web, Mhm. c'est beaucoup plus accessible Bien sûr. qu'avant, ok, Ouais. d'accord. Mais ça te demande quand même des skills. Mais faire un magazine papier, c'est quoi les difficultés? Waouh. Comment tu rentres là-dedans? En fait, les difficultés, déjà, c'était. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère informaticien. Mhm.
Donc en fait, on avait un ordinateur commun à la maison entre moi et mes deux frères. Et donc, il y avait un ordinateur. Déjà, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et donc, moi, je savais pas encore utiliser tout ce qui était graphique, toi. Donc, ce magazine fanzine, faut vraiment pas s'imaginer ça comme un grand truc. C'était vraiment des feuilles A4 photocopiées. Mais en tout cas, je le fais sous Word. Et j'apprends un peu la mise en page, j'apprends tout ça. J'ai un dictaphone, mon père a un dictaphone, parce que mon père est saxophoniste. Et donc, il a un dictaphone à la maison, je lui pique. Et je fais mes interviews. Je vais rencontrer des gens. Au départ, le premier numéro, c'est que des gens d'Épinay. Donc, je vais rencontrer les gens que je connais, avec qui j'ai grandi. Et on fait l'interview. Et voilà, et je retranscris seul. Je prends des photos avec un appareil photo, argentique. Voilà, argentique, je développe. Et je scanne. Okay. Et voilà, et donc ça passe par des disquettes pour les plus jeunes. Des disquettes. Non, on parle de quelle année là à peu près? Ah bah là j'ai 20 ans, donc enfin non, j'ai pas encore 20 ans, j'ai 18 ans, ouais, donc c'est dans les années 2000, vers là. Ouais, ok. Ouais, ça va. C'est fou. Ouais. Et donc après tu distribues. Et on photocopie ça. Au départ, mon frère bosse, mon autre frère, donc Tony, le grand frère informaticien, c'est Olivier. Mon frère Tony donc bosse dans une entreprise qui a une grande photocopieuse, et j'en sors un et il me sort quelques exemplaires, ouais, voilà, exactement, de son boulot. Et il y a une petite aventure par rapport à ça, c'est qu'en fait, j'essaie de la raconter rapidement, mais en gros, j'ai découvert qu'on pouvait pas agrafer des feuilles A4 au milieu. Ah oui. C'est bête, tu vois, avec une agrafeuse normale. Ouais. Et donc, en fait, j'ai travaillé dans de différentes sociétés, dont une qui fera partie de l'histoire, de mon histoire, pour aller justement acheter cette fameuse agrafeuse professionnelle pour pouvoir agrafer au milieu d'une page A4. Okay, donc en fait, c'était vraiment que de la débrouille. Okay. Et je me souviens encore franchement du jour où j'ai agrafé ça. Sur le quai du métro, je te jure, j'ai failli pleurer. Ah ouais? Parce que je te tournais les pages. Ah oui, ça t'a... Ah ouais, je tournais les pages de mon magazine que j'avais fait. Et ça, franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Finesse. Vraiment. Mais du coup, le fanzine, ça a dû t'ouvrir pas mal de portes. Tu as pu rencontrer plein de gens. Est-ce que tu peux parler un peu de ces rencontres? Et puis, il me semble qu'il y a le rappeur Sully Céphile à un moment donné. La première rencontre déterminante, c'est Bustaflex. Ouais. Parce que je fais en fait un magazine sur donc Épinay-sur-Seine. Et c'est la star d'Épinay-sur-Seine. Ouais. Au-delà d'être la star d'Épinay-sur-Seine, c'est le seul gars du rap connu en dehors d'Épinay-sur-Seine. C'est vrai? Ouais, il y avait eu Polo avant, qui avait fait un morceau sur Hostile. Et après, il y a eu Bustaflex. Et d'autres personnes, mais en tout cas, c'est lui qui a été le plus loin. Ouais. Et donc, moi, je le connais pas. Il connaît un peu mon frère. Moi, je le connais pas. Et je demande à la ville où est-ce qu'il habite, quoi. Ouais. Et j'ai pas encore les skills, faut savoir, j'ai pas encore les codes. Je suis un petit jeune, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, je débarque chez lui. Ouais. Et je débarque chez lui et je lui pose la question, salut Busta, est-ce qu'on peut faire une interview ensemble pour mon magazine? Je fais un magazine sur Épinay. Et en fait, je pense que la décision qu'il a prise ce jour-là a changé ma vie. Ah ouais. Vraiment. Parce que s'il m'avait dit non, à l'âge que j'avais, avec la rébellion, tout ça, je me serais dit, ouais, mais voilà, tu vois, tu veux faire un truc, tu veux t'en sortir, mais les stars se la racontent, c'est pas possible d'y aller, je peux pas aller plus loin que interviewer les mecs de ma cité, les mecs de ma ville, et dès que je veux toucher un mec un peu connu, ben, tu vois, j'aurais été un peu dégoûté. Ça t'aurait frustré un peu. Il a dit oui, il est descendu, on a fait l'interview dans son hall, et j'avais l'interview d'une star à mettre en couverture de mon magazine. Et franchement, je pense que vraiment, ce jour-là, c'est pour ça qu'il le sait, et je lui ai toujours dit, et j'ai toujours prouvé, qu'il peut me demander n'importe quoi, n'importe quand, et je suis là, et je lui ai prouvé à plusieurs reprises, tu vois, parce que c'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi. Et je pense que ce jour-là, il a changé la vie de quelqu'un, parce que je te jure, vraiment, s'il m'avait dit non, j'aurais peut-être abandonné. Ouais. Et là, en fait, quand j'ai vu qu'il m'a dit oui, qu'il est descendu, qu'on a fait l'interview, mais j'avais plus aucune limite. Ouais. C'est Bustaflex qui connaît NTM, qui a déjà posé avec d'autres personnes, tu vois, j'ai plus aucune limite. Ok, ça, en fait, je peux le faire. C'est le premier pas vers... Ah ouais. Et après, de ça, on a fait des interviews, ça parlera peut-être pas à d'autres, mais on a fait l'interview de Salif, on a fait les interviews d'NTM, donc à l'époque BOSS For My People, j'ai fait Fab, j'ai fait l'AFF, j'ai fait plein de gens. Après, je me suis pas arrêté en fait. Et Sully, ça a été quelqu'un de déterminant parce qu'on s'est rencontrés par rapport à cette interview-là. Il avait déjà monté son empire avec Royalware, avec Royal Production. Il avait déjà eu son tube Je voulais, qui passait sur toutes les radios, qui a été disque d'or. Et donc, je l'ai interviewé. Et moi, j'étais un gros fan de Royalware parce qu'encore une fois, à l'époque, c'était vraiment très divisé. Les mecs du 95 mettaient du Dia. Les mecs de Marseille et de province mettaient du Bullrot. Ouais. Tu vois, il y avait vraiment des codes, tu vois. Et, il y avait Bullrot. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que même en Guadeloupe, on était sur cette... Ouais, non, mais, tu vois, mais vraiment, tu vois. Et il y avait vraiment des codes comme ça.
Et moi, j'étais un mec du hip-hop, tu vois, donc je mettais du Comade, je mettais du Royal Wear, et donc je le rencontre. Et ça se passe super bien. Et après, la vie a voulu qu'on travaille ensemble par la suite, quoi. Un peu plus tard. Et tu dirais que ton travail avec le fanzine, ça a permis quelque part alors pour toi, ça t'a apporté des choses personnellement, mais aussi sur la culture hip-hop d'Épinay. Ça a permis de faire des choses. Ouais, je pense. Ouais, Je pense qu'il y a eu des gens comme ça qui ont fait en sorte de mettre Épinay sur la carte. Il y a eu Scalp. Après, je ne vais pas toutes les citer, j'en oublie, tu vois. Mais il y a eu DJ Scalp qui est devenu après Ryan B. Fever, Indila, qui a fait plein de choses. Il y a eu Bustaflex. Il y a eu Rockma qui a fait plein de choses pour la ville. Il y a eu énormément de gens qui ont fait des choses pour la ville, ouais, clairement. Et au maximum, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un panthéon d'Épinay sur scène, je pense que j'ai amené Épinay à un certain niveau, en tout cas par rapport à la presse, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement, c'était une super initiative. Mais moi, je me pose une question un peu bête, mais le nom Au Maximum, ouais. Ça vient d'où? C'est quoi l'origine de ce nom? Alors, il y a eu 2 phases. La première phase, c'est que Au Max, ça vient de Max Lore. Ouais. Donc, c'est celle dont je te parlais tout à l'heure. C'est une danseuse. Ouais. C'était la personne qui dansait avec mon prof de danse qui s'appelait Francis. Et cette personne-là était une danseuse qui faisait vraiment des chorés incroyables pour Solar et tout. Et moi, la première fois que je la vois danser, vraiment, je suis subjugué par le talent de cette femme. Vraiment. Et le lendemain, j'arrive en cours d'anglais où je suis pas très assidu. Voilà. J'aurais dû, parce que c'est important l'anglais. Maintenant que je traduis des bouquins, je trouve voilà. Mais voilà. Et je découvre que, tu sais, O'Connor, O'Brien, O'Dowell, tu vois, ça veut dire indirectement du crew de, famille de, tu vois, etc. Et moi, en fait, voilà, je vais être du crew de Max Lore, quoi. Donc, je vais pas m'appeler Au Max Lore, donc je m'appelle Au Max. Et en fait, après, c'est resté. Je teste en graffiti, je trouve ça sonne bien en graffiti. Et donc, Au Max. Donc, ça, c'était mon prénom à moi, enfin, c'était mon surnom à moi, en fait, tout le monde m'appelait comme ça. Et après ça, donc des années passent, je tag, je rappe, tout ça. Et je me rends compte que tous les gars qui sont au top chez moi, Bustaflex, Joey Star, Cool Shen, ont tous des noms de famille en fait. Ouais, ok. Tu vois, ont tous un deuxième truc. Et donc je cherche un truc et je me rends compte que graphiquement, toujours le graffiti, toujours tout est lié, tu vois. Le rap, tu vois, je cherche ça par rapport au rap, mais il faut que ça passe en graffiti. Tout est vraiment lié. Je me rends compte que le 6 sous le O, ça tue. Ouais, ok. Et tu vois, et 3 lettres, donc 3 lettres après la lettre principale, donc O-M-A-X, 6 M-U-M, des M qui se chevauchent, enfin voilà, ça tue. Ouais, visuellement, Ça tue visuellement, et donc je me dis, vas-y, au maximum, voilà, et c'est resté. C'est marrant parce que j'aurais pensé que, vu là aussi le mindset de tout ce que tu fais, ce qu'on dira plus tard et tout, aller au maximum de son potentiel. Ah oui, non, mais c'était ça, tu vois, c'était au max, c'était, tu sais, quand... au max, quoi. Quand la personne, quand t'apprends que Joey Star s'appelle Joey Star avant d'être une star, tu vois ce que je veux dire, c'est le 93. Cherche pas, c'est comme ça, c'était comme ça, c'est nous les meilleurs et après on voit après. On voit après quitter. Quand tu as lancé Au Maximum, c'était quoi t'avais un espoir, t'avais une vision un peu d'où ça allait te mener, t'avais déjà dans ta tête. On parle du fanzine là? Ouais, quand t'as lancé. Non, tout ça c'était du kiff à l'époque. Tu sais, à l'époque c'était du kiff, il n'y avait pas encore vraiment de. En fait, il y avait tellement une marge entre ce qui était réel, c'est-à-dire les magazines en kiosque, et ce que tu faisais toi en tant qu'indépendant. Il y avait tellement une marge entre sortir un album dans les bacs et poser sur des mixtapes comme on faisait, qu'en fait, la marge, le gap, il était trop dur à passer. Donc quand tu faisais quelque chose comme ça, tu vois, les graffeurs qui allaient de la nuit dans le métro taguer, il n'y en a pas un à l'époque qui aurait pu te dire, oui, moi je fais ça pour être dans une galerie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, au maximum, c'était que du kiff, et surtout, c'était un moyen pour un jeune entre 16 et 20 ans de recevoir tous les albums du monde. Voilà, clairement, Inter, voilà, parce qu'à l'époque, c'était important d'être dans les fanzines, de rencontrer qui il voulait en termes de population, dans l'industrie. C'était ma possibilité d'aller dans tous les concerts que je voulais. Et surtout, j'existais. C'est-à-dire, c'est toi le mec d'Au Maximum, tu vois, parce que après le fanzine, j'allais le déposer dans les magasins, donc les magasins me connaissaient, j'allais le déposer dans les maisons de disques me connaissaient, dans les labels, dans les soirées, donc en vrai, j'étais quelqu'un.
Et moi, ma place, je l'avais trouvée. Tu vois, j'avais essayé d'être rappeur, j'avais essayé d'être danseur, j'avais essayé de plein de choses. Et c'est là, en fait. Et c'est là, voilà, j'étais ça. Et en plus, il y avait des modèles avant moi. Tu vois, il y avait plein de journalistes que je respectais, dont un qui s'appelle Cher, de Get Busy, qui était pour moi la manière dont il écrivait ses articles. C'était insolent, c'était marrant, c'était incisif, c'était radical. Ouais. C'était incroyable, tu vois. Moi, quand je vois que tu as d'un côté cette vie hip-hop qui prend beaucoup de place dans ton quotidien, tu as aussi cette ambition d'être quelqu'un dans ce domaine-là, et en même temps, ton parcours académique, tu disais par exemple que tu n'étais pas trop assidu en anglais, tout ça. Ouais. Comment tu concilies ton parcours académique à ce que tu fais, et est-ce que tu arrives à gérer les deux? Ouais, moi j'avais un deal avec ma mère. Ouais. Il était simple, c'était que je faisais ce que je voulais tant que j'assurais l'école. C'est-à-dire, j'avais pas l'obligation d'avoir des 18, des 20 sur 20. J'avais pas l'obligation de travailler comme un acharné. Par contre, ton rap là, tu vois, faut résumer l'histoire. Ouais. Ton rap là, tu fais ce que tu veux, mais par contre, tu gères l'école. Et donc, j'ai eu mon bac. Ouais. Et j'ai eu mon bac et ensuite après à la fac j'ai fait de la communication parce que j'avais pas encore les termes, tu vois, j'avais pas encore le parcours académique, j'avais pas encore tout ça, mais je savais que par rapport au journalisme et par rapport à ce que je voulais faire, c'était de la communication. Donc j'ai fait un DUG de communication et j'ai continué ma licence et j'ai étalé ma licence volontairement sur 2 ans au lieu d'un. Pour justement que je puisse faire ce que j'avais à faire à côté, travailler pour au maximum, faire les trucs que j'avais à faire, quoi. Voilà. Et est-ce que justement, tu dirais que justement ce que tu as fait avec au maximum, en parallèle de ta vie d'étudiant, de jeune, voilà, ça a influencé la suite dans l'édition, la communication? Clairement. Ouais. L'objet, déjà créer un objet, déjà aller au bout d'un projet, structurer quelque chose, aller à la rencontre des gens, faire kiffer les gens par rapport aux soirées que j'ai pu faire par la suite, tu vois, donner son avis de manière honnête et faire ce que tu as envie de faire toi de manière honnête. Tout est lié à tout ce que j'ai pu faire par la suite est lié à au maximum, au fanzine en tout cas. Et justement, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui comme toi, a cette passion, vibre pour la culture, vibre pour la musique, le hip-hop, ou un autre domaine? Le conseil, il est simple, et il est toujours le même, c'est que si je vous montre aujourd'hui le fanzine au maximum, parce qu'on appelle ça un magazine, mais en fait c'était des feuilles A4 noir et blanc, pliées en 2 et agrafées, photocopiées. Si en fait je vous montre ça aujourd'hui, et que je vous dis 20 ans plus tard, ce truc, vraiment volontairement j'utilise ce terme, ce truc, 20 ans plus tard, a donné de l'emploi aux gens, m'a fait faire le tour du monde, m'a fait rencontrer mes idoles, me fait vivre aujourd'hui, fait qu'on se rencontre aujourd'hui, a créé d'autres projets aujourd'hui, personne n'aurait cru. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de croire en son projet, parce qu'en fait, son projet n'est qu'un début. Et même si on doit parler des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, Apple, au moment où ils lancent Apple, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire des téléphones portables, iTunes, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça a donné ça. Ils ont été au bout d'un projet, plus de 2, plus de 3, plus de 4. Et des exemples comme ça, on peut en donner 100. Et en fait, aujourd'hui, le problème, et c'est pour ça que je donne souvent le conseil de faire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, notamment les jeunes générations, reçoivent trop tôt un avis sur ce qu'ils font. Et donc se découragent parce qu'ils n'ont pas de like, parce que quelqu'un leur a dit que c'est nul, parce que les gens les clashent sur les réseaux, parce qu'ils attendent quelque chose et ils attendent un retour des gens. J'en avais rien à faire, moi. Quand j'ai fait le magazine la première fois, il était déjà imprimé. Il était déjà fait. J'avais déjà mis dedans ce qu'il y avait à mettre dedans. Et donc si t'aimais pas. Mais je te jure que j'allais continuer à faire le prochain, le second, etc. Parce qu'au moment où je le faisais à ma sauce. J'ai pas fait en ayant le monde entier sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas encore, qui allait me dire ça, ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Et même si quelqu'un m'avait dit Alexis, c'est pas bien ce que tu fais, en fait, je l'avais déjà fait. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc en vérité, tu peux me dire que t'aimes pas de problème. Mais moi, j'étais au bout d'un projet. Toi, t'as fait quoi comme projet? Moi, j'étais au bout de mon projet. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous font perdre plein de belles inventions. Alors, on invente aussi,
mais nous font perdre plein de belles inventions parce que tu vas dessiner un logo, les gens vont te dire que c'est nul, et ben tu vas t'arrêter là. Ouais. Tu vois, tu vas faire ton premier t-shirt qui est nul parce que c'est ton premier t-shirt, c'est normal. Ouais. Est-ce que le monde entier a vraiment besoin de voir ton premier t-shirt? Est-ce que si le monde entier avait vu mon premier article rempli de fautes, avec des photos qui étaient floues, avec une mise en page qui était artisanale, est-ce que si le monde entier avait vu ça alors qu'il y avait déjà d'autres magazines en presse, eh ben, est-ce que tout le monde m'aurait pas dit c'est nul ce que tu fais? Et peut-être que je me serais découragé. Mais en fait, en grandissant au fur et à mesure, en prenant le temps de faire mûrir mon projet, De se de se développer, tu vois, et ben là j'étais au bout des choses. C'est fou ce que tu dis là. Je pense que c'est vraiment. Si on devait retenir une chose de tout notre entretien de ces premiers épisodes, c'est vraiment ça. Je pense faire les choses petit à petit, se développer, grandir, ça prend du temps et c'est pas. Ouais, c'est super intéressant. Merci pour ça. C'est vraiment super intéressant. Pour terminer ce premier épisode, moi j'aurais aimé savoir ce que tu as. Si tu repensais un peu à cette période-là, vraiment de genèse un peu de ton parcours, est-ce qu'il y a un moment qui a pour toi été le moment où tu as breaké, quoi, un moment qui t'a on a parlé de la rencontre avec Bustaflex, la rencontre avec Sully Céphile et tout, mais au moment où je t'ai dit, là, je suis au top. Non, clairement, oui. Sully, c'était pas à ce moment-là parce que ça s'est fait après. J'étais très content de le rencontrer, c'était super, c'était incroyable. En plus, j'étais un client de Royal Wear. Il y avait des vêtements Royal Wear, donc je peux te dire que quand il m'a donné un sweat ou un t-shirt, j'étais en feu, tu vois. Mais non, le vrai moment où incontestablement je me suis senti à ma place, c'est quand j'ai eu... Il y avait une émission de radio, SP, qui s'appelait BOSS, qui passait sur Skyrock, animée par Joey Star. Et en fait, j'avais fait l'interview de toute l'équipe. Donc déjà, j'avais eu accès à ça, ce qui était assez impressionnant. J'avais fait l'interview de toute l'équipe chez eux, donc dans la maison de Joey Star où ils faisaient l'émission. Donc déjà, j'étais en feu. Et après ça, je reviens la semaine d'après. Non, enfin, dans ma tête, c'est très court. Mais en fait, j'ai dû revenir genre 2 ou 3 mois après parce qu'il fallait le faire, l'imprimer, etc. Je reviens, je donne le magazine. Et en fait, Joey Star me félicite au micro de BOSS. Ouais, au maximum, je l'ai lu, le dernier, mortel, tu vois. Et en plus, il y avait un écho. Un écho légendaire, parce que ceux qui ont écouté l'émission savent, quand il parlait, il y avait un écho qui faisait la force de l'émission. Et il me félicite au micro. Mais une phrase, genre les gens qui vont écouter l'émission n'ont pas capté. Au maximum, super mortel, boom bang, tu vois, un truc à Joey Star. Mais toi, ça a été... Mais moi, c'était pour un jeune du 93 qui a créé un projet, se faire féliciter par Joey Star, chez lui, sachant que c'est quelqu'un qui prend pas de pincettes. Donc si c'était pourri, il m'aurait dit franchement mec, c'est pourri ton truc, tu vois. Franchement, sincèrement, c'était pour le jeune que j'étais là, c'était le plus beau jour de ma vie. La première fois que j'ai vu du hip-hop dans ma vie, c'était NTM à la télé dans Rapline. Tu vois, il faut vraiment faire le contexte. J'ai 8 ans, mes frères me forcent à regarder Rapline le soir, le samedi, je crois, le soir, me forcent à rester debout. Et les premiers mecs que je vois à Saint-Denis, à côté de chez ma tante, en train de rapper, c'est NTM. Et 20 ans plus tard, les mêmes personnes me félicitent de ce que je fais. Non, c'était fou. C'est fou. C'était incroyable. C'était le début de ton voyage. Exactement. Qui a été amené vers... C'était ma validation. Ta validation. Voilà, c'était mon featuring. quelque part, t'as eu un feat. C'est ça, exactement. Merci pour cette première interview. Je trouve qu'on a bien pu voir qu'est-ce qui t'a amené à être d'abord un passionné, puis un acteur, un créateur dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir. J'espère que ça va aussi donner... le coup de pied aux fesses à ceux qui ont envie de faire des projets. Faites ce que vous avez à faire. C'est ça. Et on se retrouve pour un épisode 2. Yes, pas de problème. Allez, salut. Salut à tous.